Bonjour tout le monde, alors bienvenue à la capsule sur le bon usage des épreuves de traduction de textes pragmatiques. Je m'appelle Éric Poirier, je suis professeur de traduction à l'UQTR et j'ai été traducteur professionnel pendant près de 20 ans. Je remercie mes collègues du laboratoire d'intégration du numérique en enseignement de la traduction pour la diffusion de la présente capsule et je remercie tout particulièrement ma collègue Valérie Florentin pour ses commentaires utiles sur une version précédente de la capsule. Alors, sans plus attendre, donc à quoi servent les épreuves en traduction ou de traduction? Donc, sont très utiles pour permettre aux étudiants de pratiquer ou de s'exercer à produire ou à faire ou à rédiger, dans le fond, en temps et avec des moyens limités, une traduction sous la contrainte principalement du temps, mais aussi en fonction de leurs connaissances acquises jusqu'à présent. Donc, ça donne l'occasion aux étudiants d'actualiser leur style de rédaction dans leur appropriation des normes de traduction professionnelle et des apprentissages vus dans le cours. Donc, les normes de traduction professionnelle, ici, je fais référence à tout ce qui a trait au choix des transferts linguistiques, des traductions de concepts jusqu'aux interférences, par exemple, qui sont plus ou moins acceptées selon le contexte. Dans certains milieux, on décourage certaines interférences. Dans d'autres milieux, on est neutre vis-à-vis de certaines interférences, donc on laisse passer certaines interférences. Il y a différentes normes de pratiques professionnelles qui s'appliquent et une partie de l'apprentissage de la traduction, c'est l'apprentissage ou l'appropriation de ces normes dans notre rédaction, dans la rédaction qu'on fait en traduisant. Évidemment, les objectifs des épreuves de transfert linguistique doivent être formulés en fonction des apprentissages faits dans le cours, ce qui permet de centrer, d'aider, de guider, dans le fond, les étudiants dans leur exercice de la traduction en lien avec des objectifs très pratiques qui ont été vus dans le cours. Ce qui est important aussi, c'est qu'on doit avoir des consignes qui indiquent la norme linguistique de référence. Donc, le, par exemple, j'utilise le multidictionnaire, comme ça, ben, pour ce qui est de la norme du français, de la langue cible, ben, les étudiants peuvent se reporter à cette norme-là pour ce qui a trait à l'acceptabilité, par exemple, de certains usages euh, non conventionnels, si vous voulez. On doit aussi préférablement indiquer le genre textuel du document dans lequel l'extrait a été prélevé et fournir toute autre indication utile sur des difficultés de traduction particulières qui se trouvent dans le texte, dans l'extrait choisi, par exemple. Donc, je vais vous proposer une démarche en 5 étapes pour pour les enseignants dans la constitution d'épreuves de traduction utiles et pertinentes pour vos apprenants. Alors, les étapes 1 et 2, ben, il s'agit de chercher des extraits. Donc, on va chercher des extraits qui sont des documents qui seraient d'abord vraisemblables de traduire. Donc, l'activité doit être réaliste pour les apprenants. Ça favorise en fin de compte l'acquisition de compétences en lien avec les tâches les activités ou les tâches qui leur seront demandées dans leur travail après leur formation. Donc ici, c'est un souci de cohérence avec ce qui sera leur travail après leur formation. Et si possible aussi, pourquoi pas trouver aussi des extraits qui ont qui revêtent en tout cas une dimension un peu ludique, qui peut faire des liens avec la matière vue ou avec la conception de la traduction au sens plus général.
Concrètement, donc, on essaie de trouver des extraits de documents qui sont abordables pour le groupe d'apprenants à qui on s'adresse. Donc, ici, il faut dire que c'est un art aussi de la part de l'enseignant de trouver un peu des extraits qui sont abordables. Donc, ça veut dire que concrètement, il ne doit pas avoir un certain nombre d'informations, d'éléments qui nuisent, dans le fond, à la compréhension du texte et à sa traduction. Donc, il ne doit pas avoir des passages incompréhensibles ou nébuleux. Il doit avoir une absence d'informations implicites qui seraient récupérables ailleurs dans le texte, par exemple, donc qui seraient inaccessibles aux apprenants. Il doit pas y avoir de concepts spécialisés qui sont pas à la portée des néophytes, qui sont difficiles à comprendre finalement. On doit éviter aussi les tournures et les usages idiosyncratiques dans le texte, dans l'extrait, qui sont propres au rédacteur du texte source, par exemple, ou à la situation de communication du texte source. Donc, on doit évaluer ces éléments-là aussi. S'il y a lieu, on peut toujours substituer des passages qui font référence à cette information-là pour fournir de l'information plus transparente, plus claire. Évidemment aussi, on cherche des passages dans lesquels on ne retrouve pas de noms propres qui ne sont pas connus des apprenants. Donc, encore une fois, ici aussi, c'est possible, si ça arrive, de pallier cette situation en proposant des définitions. Donc, ici, donc toutes ces considérations-là vont servir à proposer aux apprenants, dans le fond, un texte ou des extraits de texte qui sont abordables pour eux, donc qui peuvent traduire. Donc, c'est évident ici qu'il faut penser en fonction des apprenants et non pas en fonction de l'enseignant qui a une expérience. Donc, on pense ici à des gens qui ont peu ou pas d'expérience en traduction par opposition à ceux qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent aborder des textes beaucoup plus difficiles de façon professionnelle. Donc, la troisième étape, donc, c'est d'examiner et d'analyser. Donc, ici, on va chercher à trouver des extraits qui sont pertinents essentiellement pour la matière vue dans le cours. Donc, pour cela, les extraits doivent contenir des segments qui déclenchent des techniques de traduction ou de transfert qui ont été vus dans le cours. Donc ici, on peut même pondérer notre évaluation après coup, quand on corrigera les traductions des apprenants. On pourra même pondérer les erreurs ou les erreurs des apprenants en fonction de la matière qui était vue dans le cours ou la matière qui n'était pas vue dans le cours, en accordant plus d'importance, par exemple, à la matière qui a été vue dans le cours. Donc, pour cela, c'est important que les passages à traduire contiennent de l'information qui fait référence à la matière vue dans le cours. Ici, on peut répartir les textes en deux groupes, si on veut, en fonction de la matière du cours, donc soit qu'il s'agisse de cours de traduction générale ou de cours de traduction spécialisée. Dans le cas des textes de nature générale puis des cours de traduction générale, on va chercher des techniques de traduction ou de transfert qui portent sur des faits de langue culturels comme des expressions idiomatiques, de la phraséologie et qui font référence à des faits culturels qui nécessitent dans le fond un bon dosage entre les similitudes et les différences de sens entre les deux langues cultures et de symboles ou d'usage ou de formulation. Donc, il y a une sensibilité ici qui doit être développée chez les apprenants dans la similitude puis les différences culturelles. Donc ça va être les passages qu'on va chercher principalement dans les textes de nature générale. Dans les textes de nature spécialisée, on va chercher plutôt des techniques de traduction ou de transfert qui portent sur des contenus conceptuels qui ont été vus en classe et qui nécessitent une bonne compréhension de ces concepts dans une formulation adéquate de l'information communiquée à leur sujet. Donc, on va chercher à
rendre, à déclencher dans le fond des réflexions ou une analyse critique chez les apprenants de ces notions-là, de l'information qu'ils ont vue en classe dans leur application à une information communiquée dans un texte. Par exemple, si on a abordé par exemple la question de la traduction de cash flow dans le domaine spécialisé de l'économie et de la finance, ben, le cash flow, c'est un flux de trésorerie d'une façon abstraite et neutre, mais concrètement, on peut montrer aux étudiants que les difficultés de trésorerie, par exemple, peuvent survenir de deux situations différentes ou des deux en même temps ou des deux séparés. Donc, soit qu'il y a une réduction des entrées d'argent de fonds, soit qu'il y a une augmentation des sorties de fonds dans une entreprise. Par exemple, pour une entreprise, s'il y a une diminution des rentrées de fonds, puis il y a une augmentation des sorties de fonds, ben là, cela crée en fait des difficultés de liquidité et donc le flux de trésorerie va être problématique, va être causer du souci pour les dirigeants. Donc, de comprendre cette situation-là peut aider, d'être capable de faire cette analyse-là sur les flux de trésorerie peut aider les apprenants à comprendre dans un texte, par exemple, s'il y a des difficultés de trésorerie qui sont attribuables à l'une ou à l'autre de ces situations-là. La quatrième étape, donc on vérifie la bonne compréhension du texte ou les difficultés de compréhension, la présence de difficultés de compréhension. Donc c'est sûr qu'un texte qui est facile à comprendre soulève peu de difficultés en traduction. Donc on va chercher à trouver dans le fond des passages qui sont susceptibles d'entraîner des faux sens, des non-sens et des contresens. Donc les trois catégories sont peut-être à définir ou sont assez connues, donc je les mentionne, mais grosso modo, peu importe la catégorie, on va chercher des passages qui déclenchent des problèmes de compréhension. L'analyse ou l'efficacité, si on veut, de ces différents passages pour les apprenants va varier d'un apprenant à l'autre. C'est sûr que pour certains, ça sera facile à comprendre, d'autres, ce sera nébuleux, mais il y a une gradation. Mais c'est sûr que si on veut renforcer l'efficacité de ces passages-là pour la compréhension, on doit trouver, dans le fond, des passages, des difficultés de compréhension qui portent sur les éléments de contenu du cours. Donc, si on a, par exemple, vu pour l'exemple que j'ai mentionné de cash flow, donc des flux de trésorerie, si on a un texte qui contient un passage sur une explication, par exemple, des cash flow problems d'une entreprise, donc des difficultés de flux de trésorerie d'une entreprise, on pourra à ce moment-là susciter de la part des apprenants une analyse ou une compréhension de la situation à l'aide des concepts qui ont été vus dans le cours. Ça m'amène à proposer aussi une nouvelle section dans les épreuves de traduction qui était peut-être moins fréquemment utilisée, mais qui, je pense, sera appelée à être utilisée plus souvent, qui s'appelle la traduction argumentée et dans laquelle on va demander aux apprenants, dans le fond, d'expliciter leur raisonnement ou leur compréhension d'un passage. Donc, on peut proposer ou obliger, dans le fond, les apprenants à rendre explicite leur analyse ou leur compréhension de ce passage-là en trois étapes, dans le fond, qui sont intéressantes. Dans le fond, il s'agit de leur demander de faire l'analyse du problème et là, à ce moment-là, on va vérifier leur maîtrise du métalangage. On va aussi leur demander de proposer des solutions envisageables, mais qui n'ont pas été retenues. Donc là, on va faire appel à leur capacité de ressources, de trouver des ressources linguistiques utiles pour la traduction. Puis enfin, on va terminer en leur demandant une justification de la solution qu'ils ont retenue. Donc je pense que
l'ajout de cette section-là sur les passages plus difficiles à comprendre en lien avec la matière vue dans le cours va créer vraiment une épreuve de traduction qui va être pertinente pour les étudiants, qui va les aider à parfaire ou à mieux maîtriser leurs compétences de traduction. Enfin, en dernier lieu, j'aimerais peut-être mentionner quelques conseils utiles pour les apprenants que les enseignants peuvent retransmettre aussi aux apprenants ou qui peuvent mentionner en guise de garde-fou, si vous voulez, en préparation des épreuves. Dans le fond, ces épreuves dont je parle s'adressent généralement à des débutants en traduction. Donc, ce qu'on va conseiller aux débutants, c'est de rédiger, dans le fond, ce qu'on peut comprendre du texte à traduire, de l'information qui est communiquée au lecteur. Donc, on centre ici les efforts sur une perception commune, conventionnelle, de cette information-là. D'après mon expérience, dans le fond, si on insiste sur l'interprétation de ce que le texte à traduire veut dire, c'est une bonne chose pour inviter les étudiants à ne pas s'arrêter à la forme du texte source et à calquer cette forme-là dans la langue cible. Par contre, en revanche, il faut faire attention à l'excès contraire. Donc ça, c'est une bonne chose de ne pas calquer la forme du texte source, mais en revanche, il ne faut pas non plus faire l'excès inverse, qui est d'écrire dans le fond ce que les apprenants pensent que le texte veut dire. Dans le fond, là, cette approche-là, elle est possible pour des traducteurs chevronnés, je pense, qui ont assez d'expérience pour savoir comment reformuler un texte. Mais je pense que pour des traducteurs débutants, cette façon d'envisager l'exercice de la traduction ou une épreuve de traduction va amener peut-être une certaine subjectivité qui va éloigner les étudiants de l'information brute du texte source. Donc ici, c'est plus une mise en garde de bien faire attention à ne pas trop s'investir dans cette interprétation-là, dans ce qu'on pense que le texte veuille dire. Et ça se présente souvent aussi justement dans les passages qui sont difficiles à comprendre, qui posent des problèmes de compréhension, comme on a vu précédemment. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour la préparation des épreuves de traduction en temps limité, qui s'appliquent à des textes pragmatiques essentiellement. Donc, si je récapitule en conclusion, donc les étapes 1 et 2, on cherche des textes qui sont abordables, qui proviennent de genres textuels traduisibles ou susceptibles d'être traduits, et donc ça renforce le réalisme de l'exercice. À la troisième étape, on évalue des traductions d'après la réponse des étudiants aux éléments déclencheurs des techniques de traduction pertinentes qui ont été vues dans le cours, qu'il s'agisse de textes généraux ou de textes spécialisés qui insistent ou qui visent pas nécessairement les mêmes techniques de traduction, comme on a vu. Puis aux étapes 4 et 5, on va essayer de trouver des extraits qui invitent les apprenants à comprendre les éléments pragmatiques, stylistiques, notionnels et argumentatifs d'un texte, donc le sens, et à faire état de cette compréhension sans nécessairement, donc reformuler ce qu'ils comprennent, mais sans nécessairement interpréter outre mesure ou de façon hors norme ou non conventionnelle le message transmis par le texte source. Donc voilà, si vous voulez en savoir davantage sur mes travaux de recherche, mes articles, vous pouvez aller voir ma page personnelle à l'UQTR, dont l'adresse figure à l'écran. Je vous invite tout particulièrement à consulter 3 articles qui ont un lien plus direct avec ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, le premier article, c'est une capsule qui est une communication que j'ai présentée dans un colloque et qui se trouve aussi sur le site du LINET.
et qui porte sur l'utilisation des décalages informationnels pour les besoins des apprenants et de la formation en traduction. Donc, vous avez le lien ci-après. Puis, je vous suggère aussi une lecture plus théorique dans l'article qui porte sur une évaluation empirique des textes traduits, dans laquelle je présente différentes catégories, types d'évaluation des textes traduits, puis différentes méthodes pour comprendre comment on évalue ces textes-là dans ces trois différents types d'évaluation. Et enfin, puisque j'ai parlé des normes de traduction, je vous suggère aussi un article que j'ai écrit qui met en évidence, dans le fond, la méthode de dépouillement des normes de traduction dans les textes, les corpus parallèles. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire par courriel à l'adresse située à l'écran ou par téléphone à mon numéro au travail. Je vous souhaite donc un bon succès dans la sélection des paragraphes ou des sections à traduire pour vos apprenants. Merci.